Savoir plus, c'est risquer moins. Pas juste dire « ne consommez pas », mais donner des infos sur les risques et comment les réduire. L'analyse de drogue, par exemple. Les produits sont souvent adultérés, les doses variables. Elle permet aux usagers de gérer activement leur consommation, mais il ne s'agit pas que de produits. Chaque mode de consommation a ses dangers. Injecter, sniffer, fumer. Mais il y a toujours des moyens de les réduire. Donner accès à des services, matériel stérile, pratiques plus sûres, se faire dépister. Avec ces informations et ces services, les usagers gagnent le choix de prendre des décisions éclairées, de préserver leur santé. Il faudrait que les gens connaissent ce qu'ils injectent. Le marché noir ne leur dit pas ce qui est vendu. On le leur vend sous des noms poétiques et ça peut être des choses absolument mortelles parfois. Donc il faut que les gens aient accès à des laboratoires qui leur permettent de dire ben voilà ce que tu as. Et en même temps qu'on puisse les conseiller en leur disant écoutez, alors ça c'est vraiment très grave et il faut renoncer ou il faut prendre que la moitié ou que le quart et puis il faut se reposer, etc. On a commencé avec la jeunesse, surtout pendant les fêtes de différents types. Et ça marchait. Maintenant, on en a qui sont permanentes et qui permettent aux personnes de savoir ce qu'elles achètent sur le marché noir. Nous avons échangé sur toutes sortes de pratiques en réduction des risques, mais vraiment au cœur, il y a comment on arrive à prendre des décisions éclairées basées sur des informations qui sont justes, crédibles et nuancées. Nous savons que l'information peut même parfois être problématique lorsqu'on diabolise les drogues, lorsqu'on prescrit aux personnes quoi faire. Alors, quelle information juste on doit communiquer? Quelle manière on doit communiquer cette information-là? Quels sont les publics cibles? Comment aussi on doit favoriser le pouvoir d'agir des personnes qui utilisent des substances psychoactives? Bon, l'information, c'est effectivement capital et je crois qu'on a beaucoup discuté pendant tous ces ateliers de la difficulté de mettre en place certaines mesures, les espaces de consommation sécurisés, à cause du financement, à cause de la loi qui nous l'interdit. Je crois que là, on n'aura pas d'excuses. L'information, on peut le faire facilement. Alors, pas tout. Je vais vous parler de plusieurs choses qu'on fait en Suisse, notamment juste des petites fiches d'information. Je vous en parlerai plus après, de la manière, de la posture dont on explique cette information. On a un outil aussi formidable, à la fois formidable et dangereux, peut-être, qui est Internet, qui fait beaucoup de choses négatives, mais qui est aussi un formidable outil de liberté, où il n'y a pas la police, où il n'y a personne qui nous regarde quand on est derrière notre ordinateur, et où on peut avoir des forums d'information. Et donc ça, il faut le faire. Ça, c'est facile à faire et je crois que dans tous nos 6 pays de Adiris, on peut le faire. Et puis après, il y a plus compliqué, mais très important quand même, c'est ce qu'on appelle, alors on est dans une académie francophone, mais on appelle ça le drug checking, l'analyse de substances, l'analyse de drogue, voilà. Et donc ça, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Il faut les moyens d'analyser. Il y a des moyens qui sont beaucoup moins chers que d'autres, puisque, comme l'a très bien dit Ruth Dreyfus, le marché noir veut juste vous vendre des choses. Le marché illégal, il ne veut pas vous vendre des bonnes choses. Il veut que vous consommez le plus possible. Et donc ça, voilà, il faudrait effectivement qu'on discute également de comment le mettre en œuvre, toujours à des arrangements avec la police aussi, qui accepte de ne pas être là où il y a l'analyse de drogue. Et puis peut-être, dernier point, je crois qu'avec cet atelier de l'information, ce qui me passionne aussi, c'est que ça touche tout le monde et toutes les consommations. C'est-à-dire les consommations les plus non problématiques, pour pas qu'elles deviennent problématiques, justement. Et puis d'autres consommations peut-être plus dangereuses où on explique comment bien injecter, comment bien sniffer, etc. La question des drogues, j'y reviendrai, est avant tout une question de représentation. On pourrait d'ailleurs faire le choix de ne plus parler de drogue et de parler de substances psychoactives ou de produits psychoactifs. Parce que l'enjeu sanitaire derrière s'opère de la même façon, si ce n'est la stigmatisation qui vient se rajouter à la question des drogues. Parce que quand on dit drogue, on dit tout de suite... J'ai entendu le mot, et c'est pas, enfin, j'en suis pas la critique, déviance. L'usage de drogue n'est pas en soi un comportement déviant. Enfin, à moins qu'on pense que drogue égale illicité, forcément. Des substances psychoactives, il y en a beaucoup. Plusieurs sont légales, sont consommées et font aujourd'hui, pour certaines en tout cas, autant de dégâts
que ce qui sont, on va dire, trivialement appelées drogues. Et c'est extrêmement important de se dire que cette information doit être le plus objective possible, sans verser ni dans le prosélytisme, c'est-à-dire on n'est pas dans une forme d'incitation à la consommation des drogues, mais on n'est pas non plus dans l'angélisme. On n'est pas sur dire tout ça est très bien, vous inquiétez pas, il n'y a absolument pas de dangerosité ou de risque. Ça ne serait pas vrai ni dans un cas ni dans l'autre. En revanche, travailler à ce qu'on dédramatise quand même, parce qu'il s'agit aussi de cela. Les représentations qu'on peut avoir sur certains produits, sur certaines substances, me semblent nécessaires. Comment on fait pour que l'information qu'on donne puisse accéder à un public plus large et qui peut en faire un usage par ailleurs de compréhension, parce que ça va participer à décrire, enfin en tout cas à diminuer le niveau de stigmate, et pas simplement parce qu'ils sont malades, parce que je pense que ce n'est pas vrai non plus, c'est de pouvoir dire, et Maxime reviendra là-dessus de façon très précise, sur 3 éléments. Du point de vue du produit, quels sont ses effets? Quel est son risque? Quel est son niveau de dangerosité potentielle? Et sur quelle forme, que ce soit psychique, ou sémantique, ou sociale, ou judiciaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des risques. Mais il faut pouvoir le faire du point de vue de l'environnement. Selon le niveau de législation d'un pays, ça ne se présente pas de la même manière. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, fumer du cannabis est beaucoup moins problématique que de le faire dans les rues de Dakar. Donc l'environnement a un aspect extrêmement important. Donc il faut pouvoir le faire du point de vue de cet environnement, de ses soubassements culturels, mais aussi des risques légaux qui sont liés à un produit. Et il faut pouvoir le faire du point de vue des individus. Nous ne sommes pas tous égaux. On l'est d'autant moins pas devant les drogues. Donc qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit quelqu'un avec d'autres formes de vulnérabilité, ça ne se présente pas de la même façon. Donc il faut aussi qu'à ce niveau-là, qu'on puisse apporter le plus d'informations. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a également des risques. Il y a des risques liés au domaine juridique. Il y a aussi des risques liés à l'environnement sanitaire et des risques liés à l'environnement social. Au niveau juridique, il y a la pénalité de l'usage de la drogue, qui est un risque qui met les personnes usagères de drogue en perpétuel conflit avec la loi et crée en elles une peur de pouvoir utiliser les services disponibles. Et ce fait nous conduit à un autre risque, qui est le risque sanitaire, qui fait que ces personnes usagères de drogue sont exposées à plusieurs types de maladies. Et ces maladies peuvent être liées à leur mode de consommation, mais aussi à cette psychose qu'ils ont du fait de leur situation de conflit avec la loi. Et enfin, il y a les risques sociaux qui sont dus au rejet de la société, du fait de la perception négative que cette société a sur les personnes usagères de drogue. Donc, au regard de toutes ces informations, nous mettons en place un certain nombre d'actions pour pouvoir réduire ces risques. Au niveau du cadre juridique, par exemple, nous menons des actions à 2 niveaux. Nous faisons de l'éducation juridique des personnes usagères de drogue. Et le deuxième niveau d'information que nous menons, c'est au niveau du système judiciaire. Compte tenu du risque pénal, nous faisons des actions d'orientation et de plaidoyer à l'endroit des magistrats, à l'endroit des forces de l'ordre, pour qu'ils puissent prioriser l'application des mesures alternatives à l'emprisonnement. Concernant les risques sanitaires, il y a 2 approches également. L'approche de l'éducation par les pairs. Et la seconde approche que nous avons, c'est de pouvoir former les prestataires de soins sur les questions du RDR. Et enfin, je termine avec les risques sociaux pour lesquels nous réalisons et envisageons aussi l'étendre à grande échelle des rencontres d'orientation avec les guides religieux, avec les leaders communautaires, en vue de changer la perception que ces personnes ont à l'égard des personnes usagères de drogue. Et généralement, ces activités se font avec des parents de personnes usagères de drogue. Et parfois, ça porte le fruit. Merci beaucoup, Aya. Donc, en Suisse, il y a des sites internet qui sont aussi des sites d'usagers et d'usagères, notamment qui s'appellent Discord, où c'est des forums
Je pense qu'il y a aussi ça ailleurs où voilà, c'est vu, si on n'a pas aussi les moyens de faire tester en laboratoire les substances et qu'on veut donner des informations dessus, il y a aussi l'analyse de substances des gens qui les ont pris eux-mêmes, si vous voulez. Et donc, une fois qu'ils ont pris un tel ou tel produit eux-mêmes, ils peuvent dire sur ces forums quels effets, quels peut-être dealers, c'était vraiment des produits très dangereux ou d'autres. Et vraiment un échange à la fois de l'information sur la qualité du produit et puis aussi sur la manière de le consommer. Et puis, voilà, nous aussi, quand on peut faire des analyses de produits en laboratoire, sur ces sites internet, il y a des listes des produits dangereux avec des photos du produit, où est-ce que ça a été acheté, quelle date. Et donc comme ça, on peut savoir que telle pilule d'ecstasy dans cette fête-là a été vendue. Et si on retourne dans la même soirée le lendemain, il ne faut vraiment pas acheter ici, quoi. Et puis, je reviens sur mes petites fiches qui sont imprimées par la Suisse, avec des fiches assez générales, justement, sur la substance, le fait qu'il faut faire attention aux produits, attention au contexte dans lequel on le prend et attention à notre état d'esprit. Et puis ensuite, comme le disait Abdou, pour chaque substance, il y a des informations dessus. Donc, sur qu'est-ce que c'est que la substance, comment elle se prend, est-ce qu'elle se sniffe, est-ce qu'elle s'injecte, est-ce qu'elle peut le faire plusieurs fois, quels sont les effets. Comme ça, quand on connaît aussi les effets, on peut peut-être mieux gérer les risques. Et puis ensuite, sur les petites fiches, ils nous disent les effets, les risques, plutôt les risques à court terme, et puis les risques à long terme. Et puis, pour finir, justement, les usages, les bons usages. Donc, et je pense que ce qui est important de dire avec ces fiches, c'est justement la posture dans laquelle elles ont été faites. C'est pas de dire ne consommez pas, c'est dangereux. C'est de dire, si vous consommez, faites attention à tel ou tel point. On vous informe, c'est tel produit, c'est tels effets. Et donc voilà, on a pour toutes les substances, ici on a le cannabis, avec les risques, par exemple, renonce à la consommation lorsque tu n'es pas bien, que tu es stressé, que tu es angoissé, etc. Et de nouveau, ensuite, c'est à l'usager ou à l'usagère de choisir en connaissance de cause. Et ça, on les retrouve également sur le site internet. Et puis avec, je l'ai mis ici, une fiche un peu plus générale sur de nouveau des informations plus générales, notamment sur l'usage des substances dans le cadre de notre sexualité, sur les choses à faire et à ne pas faire. Juste souligner un premier paradoxe, et puis j'en arriverai aux outils. En fait, quand on achète aujourd'hui une boîte de médicaments, on a toutes les informations dessus. Ce qui est quand même potentiellement être un produit auquel on fait confiance. Comment se fait-il que pour acheter un produit dont tout le monde dit qu'il est dangereux, on n'a absolument aucune information? Enfin, ça, c'est vraiment le premier paradoxe de principe. Moi, je veux bien qu'on dise que les drogues sont dangereuses. Faut-il pouvoir le dire scientifiquement? Pouvoir dire pour chaque produit, voilà en quoi il est dangereux scientifiquement. Et on en revient à la responsabilité de la personne d'en faire usage ou pas. Aujourd'hui, le tabac, sur lequel on peut consensuellement admettre qu'il y a plus de 4000 produits, dont beaucoup cancérigènes, en ayant écrit partout le tabac tue, tout ce qu'on veut, il y a quand même des personnes qui procèdent de leur propre responsabilité de consommer du tabac. Mais au moins, ils ont l'information qui va avec. Et je pense que ça devrait être généralisé à tous les produits. Aujourd'hui, on a ce programme dont je parlais d'analyse de produits, ATP, permet que des usagers puissent prendre l'équivalent d'une tête d'épingle de leur produit et de venir le proposer à l'analyse. S'il arrive qu'on identifie qu'il y a une toxicité extrêmement dangereuse, on peut communiquer autour de ça et éviter à d'autres d'avoir en tout cas cette prise de risque qui pouvait être évitée. Les brochures qui sont produites ou les films qui sont produits par l'autosupport ont une qualité de précision extrêmement élevée parce qu'on sort de ce qu'est un produit dans sa façon physique, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Un produit, par définition, est une molécule qui n'a d'effet que dans la rencontre avec un corps. Ce qu'en dit l'autosupport vient enrichir cela. C'est-à-dire, on peut dire que l'héroïne est dangereuse, c'est discutable, mais pourquoi pas. La personne va davantage te dire son expérience de l'héroïne et ça va enrichir quelque chose d'une compréhension.
Et c'est pareil, le même médicament proposé à plusieurs patients n'a pas les mêmes effets. C'est du même ressort pour les produits. Contrairement aux pays du Nord, au niveau de l'Afrique, nous ne sommes pas encore à ce stade de contrôle des substances pour donner les informations liées aux effets. Mais nous faisons déjà des actions de prévention, des actions de réduction de ces risques à travers des documents tels que celui présenté par Maxime. Voilà, nous avons des affiches sur lesquelles nous identifions un certain nombre de risques, notamment les risques liés à la consommation, le partage d'un bout avec ses pairs. Nous diffusons des informations de réduction des risques sur ces affiches qui sont partagées en communauté. Et comme je l'ai dit, ces messages sont diffusés en tenant compte du langage des populations elles-mêmes. Donc, c'est plus ce type de supports qui sont diffusés en communauté. Et si on se recentre sur la question de l'usager de substances, comment est-ce que, tant par l'information ou potentiellement des stratégies complémentaires à cette information-là, on peut renforcer leur pouvoir d'agir selon la décision donc éclairée qu'ils auront pu prendre grâce à ces initiatives d'information? Comment ce pouvoir d'agir-là, vous pouvez le renforcer? Peut-être nous fournir quelques exemples concrets dans vos contextes. Et là, je vous donne l'exemple du drug checking qu'on a en Suisse, qu'on a la chance d'avoir. Dans ma ville, toutes les semaines, tous les jeudis soirs, pendant 3 heures, je peux aller tester toutes mes substances. Et alors, la contrepartie, c'est que je dois faire un entretien avec une personne, mais cette personne ne va jamais me dire ne consomme pas. Elle va d'abord analyser ma substance et ensuite, elle va m'expliquer quelle est la substance, quelle est la force de cette substance, et puis elle va répondre à mes questions. Je vais lui dire, voilà, est-ce que je peux prendre telle dose, est-ce que je peux la sniffer? Elle va me dire, oui, tu peux la sniffer, mais prends une paille propre parce que tu risques d'avoir l'hépatite C si tu mélanges ça en soirée. Et donc voilà, je pense vraiment que pour parler du pouvoir d'agir, c'est pas une influence, on n'essaie pas de donner un pouvoir d'agir de manière forcée aux personnes. On leur donne de l'information et ces personnes prennent leur pouvoir d'agir si elles le souhaitent. L'information, c'est le pouvoir. Et je pense que les usagers, comme toutes les personnes, que ce soit ceux qui sont suivis dans nos centres, mais ceux qui sont dans la société générale, puissent avoir la première information scientifiquement valide et le premier niveau de pouvoir. Et on sait que les autorités se battent à ce que ça ne se passe pas comme ça. C'est la réalité. En France, on a un rapport qui date des années 90, le rapport Rock, qui avait procédé à une classification des produits avec leur niveau de dangerosité, aussi bien d'un point de vue social, physique que psychique, et tout ce qu'on veut. Il reste quelque chose qui est de l'entre-soi. Nous sommes quelques personnes qui sont convaincues de ça et qui continuent de parler de ce rapport. Il n'est pas diffusé comme il aurait pu l'être ou dû l'être. Pour moi, aujourd'hui, les programmes de prévention qui me semblent être les plus adaptés sont ceux qui travaillent autour des compétences psychosociales. C'est-à-dire cette possibilité d'interroger, d'être critique sur des choses et d'opérer des choix en fonction de sa propre compréhension des choses. L'idée pour moi aujourd'hui de travailler avec des adolescents n'est pas de dire il ne faudrait pas que tu consommes, il faudrait que tu fasses autre chose. C'est de dire comment j'essaie de développer chez toi à la fois une capacité d'analyse d'une situation, une prise de décision, un sens critique, opérer un choix et en assumer quelque part une forme de responsabilité. Moi, je veux partager 2 bonnes pratiques. Vous savez, dans le cadre de la RDL, l'un des piliers consiste à prendre en compte tous les aspects liés aux droits humains. Et dans ce cadre-là, au niveau du CASA, nous avons ouvert une clinique juridique. Et dans cette clinique juridique, nous menons plusieurs actions de formation et d'information des membres de la communauté. La deuxième bonne pratique, c'est que l'exclusion sociale renforce l'autostigmatisation des personnes usagères de drogue. Donc, le système d'accompagnement juridique qui a été mis en place dans la clinique juridique du CASA a permis de renforcer l'estime de soi de certains usagers de drogue. Au départ, lorsque ces personnes étaient parfois frappées, violentées de manière injuste, parce que dans un quartier, lorsqu'il y a un vol, automatiquement on se dit que c'est la personne usagère de drogue. Et il y a des fois où ces personnes
subissent des violences physiques et cela reste impuni. Mais grâce à l'accompagnement qui est fait à travers des acteurs communautaires que nous avons formés aux notions juridiques de base, qui sont appelés aujourd'hui des parents juristes, ils font l'accompagnement judiciaire de ces personnes pour pouvoir porter des plaintes. Et nous avons aussi fait des formations au niveau des forces de l'ordre et ça nous a permis d'avoir des alliés au sein des commissariats. Donc aujourd'hui, une personne usagère de drogue n'a plus peur de se rendre dans un commissariat pour porter une plainte pour une violence ou une injustice qu'elle a subie. Et pour nous, ce sont de bonnes pratiques qui montrent que l'information peut vraiment renforcer l'empowerment de la communauté. Si on regardait l'avenir, si je vous demandais de résumer brièvement, pour vous, vers où on doit se tourner, c'est quoi les améliorations qu'on doit faire dans nos initiatives de réduction des risques basées sur cette information juste, nuancée, pour contribuer à réduire ces risques-là pour les personnes? C'est quoi les voies de l'avenir? Qu'est-ce que vous voyez dans vos pays à ce niveau-là? Bon, je pense qu'on en a déjà discuté, c'est la régulation. Si à la régulation, comme Abdou l'a dit, sur nos boîtes de médicaments, on nous explique ce que c'est, on nous explique les risques, il y a un professionnel qui nous dit comment le consommer, comment faire attention, avec quoi ne pas le mélanger. Donc c'est la régulation l'avenir. C'est ça qui va permettre de donner plus d'informations. Et comme le disait Marie hier dans un autre atelier, la régulation, c'est permettre de le consommer, mais c'est pas de créer des produits marketing. Et puis le deuxième point, c'est vrai que ce pan droit humain est très important. C'est aussi informer, former les personnes qui appliquent cette prohibition. Nous, on forme aussi les policiers et les policières en Suisse. Je pense qu'il faut démocratiser l'accès à l'information. C'est extrêmement important. Nous avons des programmes qui sont aujourd'hui traduits en arabe, en russe, en polonais, pour que le maximum de personnes puissent accéder au maximum d'informations. Moi, je trouve pour le marché illégal, tester. C'est le plus important. Mais on a oublié, et il faut le discuter, il y a un marché légal. Aux États-Unis, il y a 100 000 morts à cause du marché légal. Donc, chez nous aussi, il y a des médecins qui donnent de buprenorphine, des trucs pour dormir, que les personnes après sont dépendantes. Donc, il faut y aller aussi vers les entreprises pharmaceutiques et vers les... Et je veux vous demander, s'il n'y a pas dans vos pays, ici en Afrique, si vos docteurs sont conscients de ce qu'ils font. J'avais une question pour Maxime. Comment vous faites pour le contrôle des substances? Parce que vous avez dit que vous adonnez à cette pratique-là pour un peu voir la toxicité de certains médicaments. Mais comme on sait que généralement, les fournisseurs ils sont dans la clandestinité, comment vous faites pour accéder aux substances? Comment ça marche? C'est des tests de la substance. Aussi pour votre question, je ne sais plus qui, c'est pas nous qui allons vers les dealers ou vers le marché noir pour tester leurs substances. C'est les usagers qui viennent vers nous. Donc, de nouveau, on demande à personne. Si quelqu'un veut prendre sa substance chez lui, il le fait. Mais donc, avec les usagers qui viennent, et là aussi, pour revenir là-dessus, on n'est plus du tout dans des structures de soins. Le soin n'existe plus là. Nous, c'est dans une maison de quartier, tous les jeudis soirs, ou dans des festivals. On va dans les festivals où il y a la fête, on va dans les fêtes, même dans des petites fêtes, faire ce drug checking. Parce que si de nouveau c'est médicalisé, moi, quand j'ai envie d'aller faire la fête le samedi, je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital avant. Enfin, vous imaginez ce que ça représente d'aller à l'hôpital pour ensuite avoir le droit de faire la fête? Non. Donc là, c'est dans une maison de quartier, j'apporte mon produit. Et alors voilà, là, il y a différentes méthodes, des plus chères aux moins chères. Et donc, des fois, les méthodes sont plus précises ou pas. J'ai parlé justement avec des pharmacologues qui sont là, non, il faut absolument savoir à 100% exactement ce que le produit c'est. Non, la réduction des risques, c'est pas ça. On s'adapte de manière pragmatique. Donc, le moins cher, c'est peut-être des tests comme les tests de pH, ou voilà, là, c'est pas mon métier, donc je sais pas, mais ça donne déjà des informations. Bien sûr, c'est pas parfait, mais ça donne déjà des informations. Après, on a le plus parfait, c'est le test en laboratoire, où là, on sait exactement la substance.
Mais de nouveau, ça ne marche pas parce qu'on doit donner une partie de notre drogue. Donc là, déjà, pas tout le monde est d'accord de le faire. Et on doit attendre. Et donc, même dans un festival, ils avaient une sorte d'analyse mobile où ils pouvaient faire l'analyse en laboratoire sur le moment. Le festival dans mon pays, c'était 100 000 personnes. Ils ont fait 36 analyses. Et du coup, ils ont développé des stylos maintenant qui envoient des rayons infrarouges et puis avec une base de données qui disent instantanément et sans détruire la substance ce que c'est. Alors évidemment, c'est pas parfait. Ça dit cette substance est pure à 95%. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans les 5 qui restent. S'il y a du LSD, on va partir très loin. Mais, de nouveau, c'est pragmatique. Ça permet quand même largement de réduire ça. Et 2 derniers points là-dessus pour répondre avec cette question du drug checking. Quels effets on pourra rester en contact pour aussi donner les résultats qu'il y a de ça. Un effet qui soit tout de suite, c'est la qualité des produits. Le marché illégal, c'est des businessmen, ils s'adaptent. Quand on va voir notre dealer et qu'on lui dit « écoute, je vais aller le tester. S'il est mauvais, demain je ne reviens plus chez toi, je vais aller chez celui qui me vend de la meilleure qualité. » Et il s'adapte. Et ça, on le voit. Rien que c'est du pouvoir. Donc voilà, le marché illégal s'adapte. Le hasard fait que nous aussi, nous le faisons le jeudi soir sur un de nos établissements, et ça va répondre à la question de Charles, où effectivement l'établissement est fermé à l'accueil classique, mais est ouvert juste pour les personnes qui viennent faire analyser du produit. On l'appelle le before, le clin d'œil à l'avant-fête, ça permet de pouvoir aussi être sûr que le produit que tu vas consommer ne va pas gâcher ta soirée derrière. Et on a en intervention festive également. On va se rendre sur un festival parce qu'on a aujourd'hui des dispositifs d'analyse de produits qui sont mobiles. C'est pour l'accès à la réduction des risques des mineurs. C'est un angle mort, c'est un con aveugle, personne ne va en parler. On ne veut pas aujourd'hui admettre qu'un mineur n'est pas forcément un non-consommateur. Il consomme par ailleurs. Comment les professionnels peuvent avoir la posture qui ne les met pas en difficulté judiciaire, de pouvoir lui donner l'information la plus précise qui soit, fût-il un produit illicite. Ça me semble important. Nous, c'est interdit aux mineurs. Ça, c'est encore le point pourquoi c'est interdit aux mineurs ? Parce qu'on a toujours cette question morale de non, le mineur ne doit pas consommer. Mais comme le disait Abdou, le mineur consomme. Et on se bat pour la question du cannabis notamment. Je voulais juste vous remercier pour cet atelier parce que la question de l'information, elle est vraiment symptomatique de la réduction des risques en milieu prohibitionniste dans lequel on vit. Et en fait, c'est ce fameux paradoxe dont vous avez parlé, dans lequel on nous met à nos dépens, dans lequel les États nous mettent. Je vais juste dire un mot pour la France, où en fait, on est, nous, financés par l'État pour donner de l'information sur des produits qui sont illégaux et que l'État va mettre des campagnes pour dire « attention, c'est illégal et c'est mal ». Donc en fait, on est pris dans un nœud comme ça, où on ne sait jamais très bien comment s'en sortir. Et en fait, ce statut illégal, il fait que l'État, il ne pourra jamais faire une vraie campagne de réduction des risques. Il ne va faire que des campagnes d'information forcément stigmatisantes où il va nous dire c'est mal, vous allez mourir et vous êtes des délinquants, pardonnez-moi de simplifier comme ça. Et donc la solution, oui, c'est la régulation avec la possibilité de faire des campagnes d'information ciblées par l'État. Mais là, je voudrais dire que si un jour on arrive à tous ensemble avoir dans nos pays respectifs une politique de régulation, il ne faudra quand même pas oublier que l'information, elle doit se faire aussi par les pairs, par et pour, et c'est pas parce que l'État prendra peut-être un jour ses responsabilités et informera qu'il faudra oublier que le savoir, il se partage et que l'information, et souvent la bonne information, c'est celle que nous donne notre camarade de consommation. Il faut qu'on rassure les parents sur ce que c'est consommer des drogues, avec des informations justes. Mais c'est vrai, les drogues, comme le disait Dr Ndiaye, ne sont pas que porteuses de malheur. Mais ce n'est pas vrai. Sinon, les gens auraient arrêté de consommer sans que la police leur court derrière ou qui que ce soit. Les drogues sont avant tout des tentatives de solution pour les personnes. Et ça ne changera pas.